très rapidement, je vous rappelle un peu les enjeux, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc les enjeux qu'on connaît bien, qu'on commence à comprendre bien du changement climatique avec cette augmentation de la température moyenne qui franchement ne fait plus question aujourd'hui. Ce qui fait question, c'est qu'est-ce qui va devenir, et on finit par se demander si on doit rêver maintenant au scénario de 2,5 degrés, qui est déjà terrible, mais c'est une façon d'éviter de penser à celui du 4 degrés ou plus. Donc je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ces questions s'accompagnent aussi de grandes incertitudes en matière de pluviométrie, de variabilité climatique en général et des effets indirects multiples, sans parler de la salinisation et de la montée des eaux. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais simplement, vous savez que ce sont des questions qui risquent d'impacter très fortement nos productions. Donc nous avons travaillé dans le cadre d'un projet La Cave très interdisciplinaire sur lequel il y a une publication, donc vous pouvez retrouver très facilement sur le site de France Agrimer. Il y a tous ces éléments-là, notamment de prospective, sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Les impacts, très rapidement, je passe aussi, ils commencent à être bien connus, ils ont été bien décrits par Benjamin et d'autres, mais sur les avancées phénologiques, les stress hydriques, les caractéristiques des vins, l'évolution des régions favorables à la viticulture. Vous savez qu'il y a quand même un rapport qui était sorti il y a quelques années d'un Américain qui disait que, Anne disait que 62% des terres viticoles actuelles françaises seraient impropres à la production de vin en 2050. Alors évidemment, c'est une prévision qui ne veut rien dire, et en même temps qui nous stresse un peu, qui ne veut rien dire parce qu'elle passe sous silence une donnée qui est fondamentale, celle de l'innovation. Donc, mais s'il n'y avait pas innovation, il est assez probable que cette statistique soit assez sérieuse. Voilà, donc bien sûr la question de compétitivité du vignoble et les tensions, évidemment, on le voit bien, sur des vignobles particulièrement en appellation d'origine, puisque comment maintenir des usages locaux loyaux et constants dans un contexte qui est à ce point variable. Ce que je veux vous dire, c'est que globalement, on a bien identifié 4 grands modes d'adaptation sur lesquels on a fondé nos scénarios d'avenir. Le premier, c'est de tester, de combiner des innovations, là si je passe très vite, des techniques œnologiques correctives, des pratiques viticoles, des pratiques qui intègrent l'irrigation, mais pas que. Le changement climatique, ce n'est pas que une question d'irrigation, ça je crois qu'on est bien d'accord tous sur ces questions-là. La gestion de l'information et puis la recherche sur les variétés plus adaptées. On n'échappera pas à une réflexion sur la réorganisation des plantations dans l'espace. Ça peut être une façon de réinvestir notre analyse du terroir ou de tirer profit de toute la variabilité permise par ces terroirs, de changer bien sûr d'altitude, de changer de localisation, aller chercher des endroits plus frais, à chercher des endroits plus, avec une réserve en eau plus adaptée et éventuellement partir plus loin, en tout cas au moins dans nos réflexions, et c'est ce qu'on ne s'interdit jamais en matière de prospective, heureusement. Le troisième champ d'adaptation, je le rappelle, c'est aussi de faire évoluer les règlements, les institutions. Alors, je parlais des indications géographiques en général, AOP, IGP, mais bien sûr le régime assurantiel, dans ces questions qui sont déjà au cœur de vos préoccupations, de grêle, de gel, de sécheresse, qui ont été présents toute la matinée. On voit bien qu'on n'a sûrement pas vu l'ampleur de tout ce qui l'avenir nous réserve. Des politiques de service, notamment climatiques, de suivi de ce changement climatique, de réponse, probablement doit être davantage aussi à prendre en compte. Et puis des programmes, bien sûr, de recherche-développement, puisqu'on parle d'innovation. Et le quatrième champ, c'est sans doute la construction de connaissances pour intégrer davantage les grands absents de la politique viticole jusqu'ici, si on est assez honnête, c'est-à-dire les consommateurs quand même, qui ont été un petit peu boudés. En tout cas, on voit bien que on parle de marketing de l'offre dans notre jargon, mais bien sûr, on sait bien que c'est d'abord du côté de la production et du négoce qu'on a orienté, et pour des tas de vertus par ailleurs, mais en tout cas, aujourd'hui, la connaissance meilleure des perceptions des consommateurs, de leur réponse aux adaptations qu'on va leur proposer en matière d'atténuation au changement climatique et d'adaptation au changement climatique vont être tout à fait intéressantes. En tout cas, il va falloir associer l'enjeu climatique aux autres enjeux, parce que pendant ce temps-là, les autres questions continuent de se poser en matière de santé publique, du vin et santé publique,
vin et environnement, vin et attentes sociétales, évolution des attentes sociétales, évolution des nouveaux marchés. Il est évident que les marchés aujourd'hui sont mondiaux. Hein, on consomme du vin, heureusement, dans d'autres pays que la France ou l'Europe occidentale en général, dans lesquels les consommateurs ont tendance à continuer de baisser leur consommation. Bref, tout ça nous a conduit, je vous rappelle, à finalement orienter des scénarios dans quatre directions, qu'on a coutume de symboliser de cette façon-là. Donc, finalement, de se dire que les deux grands axes qui vont permettre de sortir du changement climatique, c'est l'innovation, depuis un degré quasiment zéro, même s'il n'existe pas. Tous les viticulteurs, même isolés, cherchent des solutions, cherchent à améliorer les choses. Donc ça, c'est un carré gris qui n'existe pas, mais qui nous permet d'aller voir loin en matière d'innovation. Et l'autre axe, c'est l'axe du déplacement, la relocalisation, à petite échelle ou à grande échelle. Et bien ça nous détermine assez bien intellectuellement le cadre dans lequel on peut, et on a recherché s'il existait des scénarios logiques qui pouvaient conduire à ça. Alors la prospective, c'est jamais dire ce qui va se passer. Il ne faut surtout pas penser ça. C'est imaginer, en tout cas vérifier ou imaginer des scénarios qui peuvent conduire dans certaines directions. Et bien là, il existe des scénarios qui conduisent à chacune de ces adaptations. Il y a des scénarios logiques. Après, c'est une question aussi d'appropriation et de volonté d'action, de prise sur cet avenir. Donc, dans une version plutôt conservatrice, on n'aurait plutôt pas tellement d'innovation, ou alors à la marge, un petit peu de modification de densité, quelques nouveaux cépages. Bon, ça peut vouloir dire beaucoup déjà, mais ça ne change pas complètement le paysage ni le métier. La localisation, on reste à peu près chez soi, souvent sur son exploitation, même si c'est un peu en rachetant l'exploitation du voisin, ou en tout cas sur la même zone, par exemple, d'indication géographique. On est dans une zone d'évolution, certes, mais relativement à la marge. Quand on commence à parler de stratégie innovante, là, non seulement on va chercher de nouveaux cépages, mais on change quasiment tous les cépages. On va chercher non seulement de l'irrigation, mais à maîtriser, bien sûr, davantage ces questions d'irrigation, et pas seulement. Et on va même jusqu'à, vous voyez, on ne s'interdit rien en prospective, jusqu'à toucher à des choses qui sont des intangibles. Normalement, en viticulture, depuis 1907 en tout cas, on ne mouille pas le vin, on n'aromatise pas le vin, même avec des arômes naturels. Ça, c'est contraire à tout ce qu'on fait dans le reste de l'agroalimentaire, mais dans le vin, on ne fait pas ça. Mais jusqu'à quand? En tout cas, c'est une décision. C'est la loi du 29 juin 1907, je parle sous le regard des historiens, quelque chose comme ça, hein, mais la réponse à la crise de surproduction, mais c'est un construit humain. En tout cas, en prospective, on ne s'interdit pas ça. On ne dit pas c'est ça qu'il faut faire, on dit ça pourrait aller jusque-là. Stratégie nomade, au contraire, on est plutôt sur les changements radicaux en matière de changement d'aire de culture. On peut même artificialiser d'autant plus les milieux qu'ils ont besoin de l'être dans ce cas-là, puisqu'on a changé l'aire d'appellation. On peut aller au bout de l'aire d'appellation, on peut aller à des aires nouvelles dans les zones plus septentrionales, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans des pays étrangers qui, jusqu'ici, n'étaient pas très connus pour leur qualité viticole. Et puis, bien sûr, on peut mélanger tout ça dans un monde totalement débridé, qu'on appelle les stratégies libérales, c'est-à-dire qu'on innove, on ne s'interdit rien, on laisse le marché faire. Il y a des tas de vertus à ça, paraît-il. En tout cas, les tenants des théories néoclassiques économiques en sont persuadés et tentent de nous en persuader tous les jours. Et l'OMC est très imbibé de ça. Et puis, cette liberté économique peut s'accompagner de liberté, bien sûr, de circulation. Hein, c'est aussi le fondement du traité de Rome pour l'Europe. Et ça pourrait être étendu au point que cette stratégie libérale existe aussi. Donc tout ça est possible. Donc je vais passer très rapidement. Il existe chacun de ces scénarios, ils sont disponibles dans le document que j'évoquais. Un scénario donc conservateur qui est marqué, vous voyez, je passe très vite, sur un changement climatique qui est perçu comme une menace et auquel on répond. D'abord, la production est de plus en plus aléatoire, qualitativement, quantitativement. Des consommateurs qui ne suivent pas, qui suivent de façon de plus en plus restreinte. Une viticulture qui se restreint sur ses territoires historiques, avec quelques îlots de résistance. Et surtout, l'implantation des vignobles est modifiée simplement à la marge pour se rapprocher des réserves en eau. On voit bien que là, on est sur un scénario qui est plutôt à la restriction. L'autre scénario innovant,
donc avec des attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes vis-à-vis des changements climatiques, vis-à-vis des pesticides, vous voyez bien. On a surtout une Union européenne qui souhaite réserver les terres labourables aux cultures alimentaires et donc qui a tendance à reléguer la viticulture dans d'autres zones, ce qui va pousser à la libéralisation de techniques qui aujourd'hui sont très encadrées au plan français, européen et mondial par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Donc on a un dialogue à ce moment-là fructueux avec la recherche. On a imaginé un scénario qui marche bien, avec une société, enfin une gouvernance viticole qui s'est ouverte aux consommateurs, qui sait qu'elle est très dépendante de ces marchés, qui s'ouvre aussi au monde, je veux dire une grossièreté, des écologistes, des gens qui sont soucieux et qui vont de l'avant en matière d'équilibre et de respect environnemental, à la société environnante, celle qui considère de plus en plus avoir son mot à dire sur des voisins viticulteurs, et de façon, on l'espère, de plus en plus équilibrée et moins violente qu'on le voit aujourd'hui. En tout cas, tout ça conduit à des innovations assez fortes. Le scénario nomade, vous voyez, là on est plutôt dans la liberté de plantation. On cherche à répondre à des consommateurs qui veulent garder un profil gustatif constant, mais pour des vins qui ne seront peut-être pas produits dans les mêmes régions. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais il faudra bien leur répondre d'une façon ou d'une autre. Donc, si au nord on a une saturation des zones d'AOP, eh bien, les entreprises vont être conduites à embarquer ailleurs la notoriété de leurs grandes appellations. Mais pourquoi pas, puisqu'ils ont acquis un savoir-faire dans ces zones historiquement. Alors qu'au sud, on va plutôt aller chercher, effectivement, à résister à la sécheresse, à aller chercher de l'eau, chercher de la fraîcheur et à délaisser les zones d'AOP. En tout cas, on va avoir dans ce cas-là une France viticole qui voit le modèle AOP dans un centre dépositaire fortement interrogé. Et puis, une modification substantielle de la localisation des vignobles dans ce cas-là. Et le dernier scénario, le scénario libéral, résume en quelques mots, là on a un contexte très libéral avec un redéploiement de la viticulture entre des pôles irrigués, des anciens terroirs ou des nouvelles localisations, des vins probablement plus technologiques puisque on a une réglementation qui le permet et une technologie qui évolue aussi de jour en jour, très innovante, un système de R&D de plus en plus privatisé, bref, tous les leviers sont utilisés, de la création variétale débridée, la colonisation de nouveaux territoires, en passant par une large ouverture des pratiques œnologiques. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est des scénarios de prospective. On ne dit pas que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, il y a une logique et il y a un intérêt à réfléchir à ça. Réfléchir à ça, c'était l'objet justement de cette journée du 28 mars qu'on a effectuée à Mâcon, à l'image de ce qu'on a fait aussi dans 5 autres centres en France, à Bordeaux, à Épernay, à Avignon, à Colmar et à Montpellier. Et donc ça nous permet d'avoir un peu une vision de ce que donnent ces échanges entre la recherche qui vient apporter ces éclairages-là et la profession qui a évidemment ses idées et au fond c'est elle qui va agir à un moment donné, qui va chercher à s'adapter ou pas, de la bonne façon ou pas, à la bonne vitesse ou pas. En gros, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces histoires-là? Ces histoires-là, elles sont ni vraies ni fausses, ni probables ni improbables. À quoi ça sert? Ça sert déjà à imaginer des conséquences. Et c'est la première question qu'on a posée aux professionnels. Qu'est-ce que vous voyez comme conséquences? Si c'est le scénario 1, conservatif, ou qu'est-ce qui, d'après vous, si on est en 2050 et c'est le scénario 1 qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en matière technique? Qu'est-ce qui s'est passé en matière de marché? Qu'est-ce qui s'est passé en matière d'acteurs et de territoire et d'organisation de la filière? Donc ça permet à la fois de s'approprier les scénarios et de bien voir tout ce que ces scénarios entraînent comme cortège d'enjeux et de conséquences. Évidemment que les visions sont assez différentes, mais en économie, la vision, l'optimisme ou le pessimisme, la perception, les représentations sont fondamentales. On sait que voilà, l'économie, c'est d'abord de la confiance dans l'avenir. Et c'est un peu une mesure de cette confiance dans l'avenir qu'on a voulu dresser là. Alors, bien sûr, on a fait parler la profession, les professionnels, qu'on a voulu, alors pas du tout, c'est pas du tout un échantillon représentatif, on avait chaque fois entre 70 et 100 professionnels, mais ce sont des échantillons de type diversifié. L'objet, c'est comme en étude qualitative, on cherche à avoir simplement de la diversité, pas du tout de la représentativité, bien évidemment. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. On a aussi cherché à savoir ce qu'on fait de ces scénarios, je répète, qui sont ni vrais ni faux, ni probables ni improbables. En réalité, c'est toujours intéressant de travailler sur ces scénarios-là, dès l'instant qu'ils sont pertinents. On peut se poser au moins 3 types de questions, voire une 4e. Je commence par la 4e. La 4e, c'est cette histoire que vous me racontez, elle est peut-être logique, mais moi,
elle ne m'évoque rien aujourd'hui. Donc, je vais simplement veiller à voir comment elle va évoluer dans l'avenir, si l'avenir commence à ressembler à votre histoire. Pour l'instant, je ne fais que de la veille. Ça, c'est la partie qu'on appelle la veille. Plus intéressant, je remonte de bas en haut, la réactivité anticipée. Vous voyez, ce double mot est intéressant. La réactivité, c'est valable que quand c'est anticipé, vous le savez bien. Quand on commence à réagir, c'est que c'est trop tard. On a une telle inertie, surtout dans nos institutions viticoles. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas tout à fait conscients de ça, je peux parler de la loi Evin, 1991. En 2018, on continue à se demander comment on pourrait peut-être trouver des solutions pour... On peut se dire aussi, avant 1991, est-ce que c'était complètement impossible d'imaginer des scénarios dans lesquels, à un moment donné, l'alcool du vin allait être mis en cause? C'est plus facile a posteriori qu'a priori, je suis d'accord, mais justement, la prospective, ça permet d'éclairer l'avenir de cette façon et se dire, en tout cas, on a pensé à des choses telles que si jamais ce scénario devait se réaliser, on n'en sait rien, ni vous ni moi, mais on aura peut-être intérêt à s'en soucier dès maintenant. Plus intéressant encore, ce qu'on appelle la proactivité, c'est-à-dire que là, on a une histoire et on se dit, mais cette histoire, franchement, il ne faudrait surtout pas que ça se passe comme ça. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Chacun va prier dans son coin en disant pourvu que ça ne se passe pas, puis surtout n'en parle à personne au cas où ça donnerait des idées à d'autres. Là, c'est l'idée de se dire au contraire, proactivité négative, qu'est-ce que je fais d'aujourd'hui pour défavoriser l'advenue de ce scénario? Et là, ça devient une stratégie. Et de la même façon, peut-être encore plus stimulant, la proactivité positive. Cette histoire, ni vraie ni fausse, ni probable ni improbable, si elle m'intéresse, si je souhaiterais ardemment qu'elle se déroule, qu'est-ce que j'attends pour aller vérifier que les collègues pensent peut-être la même chose que moi, et qu'est-ce qu'on attend ensemble pour agir, pour faire, pour développer sans doute les potentialités d'apparition, d'occurrence de ce scénario. Vous voyez que c'est un peu la magie de la prospective, mais les scénarios ni vrais ni faux, ni probables ni improbables, ils peuvent devenir extrêmement stratégiques. Alors, évidemment, on a posé la question, en particulier à Mâcon, à ce public bourguignon, et ça donne des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie conservatrice, celle où on ne bouge pas beaucoup, mais on cherche des solutions un peu à la marge, localement et avec peu d'innovation? Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie innovante, de la stratégie nomade, stratégie libérale? Toujours la référence à notre cadran tout à l'heure. Vous voyez, stratégie conservatrice, ce qui est intéressant, c'est que, on pourrait dire le peuple vigneron est un peuple conservateur, tout le monde va se réfugier là-dessus en disant pas du tout, pas du tout. Les gens se méfient de la stratégie conservatrice. Ça veut dire qu'on ne s'en sortira peut-être pas qu'avec des solutions à la marge. Ça, pour moi, c'est la grande leçon, déjà. Et de toute façon, il faut penser à réagir dès maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie innovante? Le monde vigneron, je pense, est en train de vivre une certaine révolution, d'avoir une relation de plus en plus saine avec le mot innovation, avec lequel, sans doute, c'était compliqué, avec une telle suprématie des usages locaux loyaux et constants. Ce n'est pas quelque chose qui fleure l'innovation dans le discours comme probablement les high-tech. Mais pourtant, le monde vigneron sait très bien aujourd'hui ce qu'il doit à l'innovation, depuis toujours, encore aujourd'hui, et sans doute ce qu'il devra encore demain, grâce à ces innovations. 83% la disent, mais il faut aller de l'avant vers cette innovation, et ça ne veut pas dire justement subir l'innovation. Ça veut dire justement maîtriser cette innovation. Le nomade, alors là, a changé de lieu. Il faut plutôt faire tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais quand même qu'à 35%. Un autre tiers se dit, mais il faut se préparer, on risque d'être un peu obligé d'aller retrouver des vertus à cette relocalisation. Et en général, on est plutôt aussi en activité négative sur une vision purement libérale. Je trouve que ce tableau est relativement intéressant, un peu stimulant, donc c'est le résultat de cette confrontation, et on va voir comment ça a donné aussi au niveau français, mais avant, je pourrais partager avec vous donc, les aspects enjeux et conséquences qui ont été présentés. Donc vous voyez, sur le scénario conservateur, scénario de la diversité existante dans laquelle on va mettre en avant l'environnement, et ça c'était plutôt le côté plaisant. Je voudrais demander aussi aux professionnels ce qu'ils trouvaient plaisant dans ces évolutions ou ce qu'ils trouvaient moins plaisant. Ce qui est un peu redouté là-dedans, c'est la baisse des rendements, les qualités irrégulières. On voit bien que les incertitudes de ce matin, elles risquent encore de s'amplifier. On n'est pas sûr d'avoir des avancées techniques suffisantes, et puis une irrigation de plus en plus contrainte sur un domaine effectivement qui va être limitant.
mais d'un point de vue plus économique. Alors en vert, ce qui concerne plutôt les marchés, en bleu, les acteurs et territoires, en rouge, la gouvernance. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que la viticulture française reste une référence, avec, on imagine, c'est intéressant de voir la perception, un scénario conservateur. Et ben pourquoi scénario conservateur, on s'en méfie un peu? Bon, certes, il y a des avantages. On va avoir probablement une augmentation du prix de la bouteille en AOP, un développement de l'export de tous les marchés sans doute, sauf de la GMS, et ça tombe bien, parce qu'on n'aime pas bien la grande distribution en général dans le secteur viticole. Une concentration des négoces, peut-être donc plus de professionnalisation et d'initiative, un peu de R&D, de la veille sanitaire, un renforcement des interprofessions. On est un peu traqué, on est un peu en défense, donc on sera peut-être aussi plus soudés, peut-être. Mais en même temps, ce qui fait qu'on n'aime pas trop ça, c'est qu'on est peut-être la référence, mais on voit bien qu'on est dans ce cas-là, sur un déclin. Avec une perte progressive du poids de la viticulture, de sa compétitivité, de ses emplois, et une disparition des entrées de gamme. Des marchés de plus en plus incertains en volume, une augmentation du prix du foncier, une disparition de la viticulture familiale et éventuellement de la coopération, et un renforcement de la notoriété individuelle au détriment du collectif. On voit bien que là, il y aura une tension. Il risque d'avoir un processus très sélectif dans lequel probablement des grands noms vont sortir. Alors soit des grands noms historiques, soit des grands noms un peu néo-ruraux, entre guillemets, de luxe. Mais là, vous voyez bien, il y a des exemples dans la région, je crois, de ce genre de choses. On voit bien qu'on va arriver là. C'est un scénario qui fait un peu peur. Le scénario innovant, globalement, c'est un scénario avec des nouveaux cépages, des nouvelles technologies, plusieurs modèles viticoles et plusieurs modèles de vin. Il est un petit peu redouté parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura d'innovation pour tous. Et puis, est-ce que cette référence historique à l'histoire qui donne de la valeur, est-ce qu'on va pouvoir la maintenir pour tout le monde? Eh bien, ce scénario, il intéresse beaucoup, je pense, parce qu'on a de la diversification de la production, on a des nouveaux métiers, peut-être de nouvelles organisations, des nouvelles formes d'investissement, des nouvelles relations avec la société civile. Finalement, c'est très stimulant. Il ne faut pas avoir peur du changement, mais on a le sentiment que tout va bouger en même temps que les technologies. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle, 83% des gens l'ont souhaité. Ce qui fait un peu peur, c'est les besoins de financement, les nouveaux investisseurs. Est-ce qu'on sera encore les mêmes qu'aujourd'hui? Il y a cette résistance au changement qui fait un petit peu peur. Et on n'est pas sûr qu'il y aura autant de professionnels dans les structures. Il y aura peut-être plus, certains ont dit, mais il y aura des robots à la place des vignerons. Le scénario nomade, on voit bien comment il fait peur. Il fragilise les vignobles actuels, probablement, et les risques accentués. Mais il pourrait aussi permettre d'explorer des nouvelles combinaisons de sol, de climat, de matériel végétal dans des nouvelles zones. Globalement, on voit bien que ce n'est pas ce qui a été retenu. Les gens ne s'enthousiasment pas, même si ça ne leur échappe pas qu'il y a des nouveaux territoires qui peuvent être découverts, parfois extraordinaires, parfois dynamisés, des Bourguignons qui ont l'habitude de travailler les territoires, des Bordelais, des Champenois pourraient dire puisqu'il faut aller de l'avant dans d'autres territoires, allons-y les premiers, personne d'autre que nous a un tel avantage, a un tel savoir-faire, une telle courbe d'expérience. Ce n'est pas tellement l'attitude qui est retenue, on a plutôt le sentiment que c'est vécu en défense. Là, on voit bien qu'on a peur que l'AOP devienne une marque, qu'il y ait une perte d'attractivité des régions viticoles historiques, une baisse de la valeur du foncier, effectivement, aux endroits historiques, une concentration des opérateurs et une gouvernance actuelle qui risque de disparaître. Le dernier scénario, évidemment, je voulais rappeler, il fait peur parce que là, tous les repères, effectivement, semblent disparaître. On a une R&D tellement soutenue par le secteur privé qu'on ne sait pas où on va, ni en matière de relocalisation, ni en matière d'innovation. Mais surtout, sur le plan économique, cette R&D risque d'arriver à des grands groupes concentrés, un développement de l'aval. Alors, avec des contrats d'achat à long terme, ça peut être intéressant, et une certification privée. Ça rassure assez les vignerons qui disent « mais il y en a marre des démarches administratives, on mélange un peu l'INAO, des choses qui sont décrites comme des grandes, des mammouths, comme aurait dit Allègre, et avec des grosses démarches administratives. Et on se rassure parfois en se disant que la certification privée, la RSE, sera beaucoup plus light. C'est pas si sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce scénario libéral fait peur parce qu'il
il y a un pilotage de la filière par des grands groupes, par le marketing, par une désorganisation de la filière, des conflits locaux avec le foncier, urbanisme, tourisme, etc., un désengagement de l'État, et puis une perte de diversité des vins, une perte de repères pour les consommateurs, le coût des vins historiques, est-ce que les jeunes pourront y accéder? Bref, toutes ces questions-là font peur et ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup d'optimisme vers ce scénario libéral. Donc très rapidement, parce qu'on me dit que le temps presse, donc je crois que j'ai 25 minutes, mais je suis à 20 là pour l'instant, je vais essayer de tenir. Voilà. Alors, est-ce que les Bourguignons sont plus poussés vers l'innovation? Oui, pour une part, on a le sentiment que, alors là, vous voyez les résultats agrégés au plan national dans nos 6 expériences de sens participatif, comme je disais tout à l'heure, eh bien, les Bourguignons avec 80% sont plus innovants que la moyenne nationale. Ça, je crois que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la stratégie conservatrice en France en général, elle n'est plutôt pas très attractive. On se méfie beaucoup de la stratégie nomade, d'une façon générale. On ne milite pas pour ça. C'est un peu comme si on avait toujours pensé qu'on n'était pas du tout issu de flux, ni de flux de personnes, ni de flux de cépages, ni de flux... Je crois qu'il faut quand même reconvoquer l'histoire. Heureusement, on a des historiens en premier rang. Mais je pense que l'histoire est faite aussi d'innovation, elle est faite aussi d'un certain nomadisme, mais qu'on n'a pas tout à fait bien intégré probablement. En tout cas, c'est la bonne occasion d'aller reposer tout ça. Et stratégie libérale, vous voyez, on est à peu près dans la norme en Bourgogne comme en France. Donc globalement, voilà, là, je passe très vite là-dessus, ce n'est pas la peine d'aller comparer, on n'aura pas le temps de comparer chacune des réponses. Il y a une certaine homogénéité. En tout cas, ce qu'on peut peut-être retenir, là, c'est peut-être pour faire retenir le plus important, c'est qu'on est peu enclin, effectivement, au conservatisme, plutôt moins que les autres, hein, voilà, et on s'en méfie davantage peut-être qu'ailleurs. Sur le côté innovant, on est plutôt parmi les plus innovants en Bourgogne. Et par rapport à la stratégie nomade, eh bien, on est plutôt là, pas tellement dans les stratégies proactives positives, mais stratégies proactives négatives, et on doit s'y préparer, un peu comme pour la stratégie libérale. Vous voyez qu'il y a une certaine homogénéité en France. Ça tombe bien parce que les enjeux sont quand même aussi, vous le voyez bien, d'ordre national. Peut-être que, premier bilan des perceptions, on est en train d'analyser au niveau national, mais on voit bien que ça pose plein de questions, c'est chacun de ces scénarios. Quelle résilience pour la viticulture française actuelle, en scénario conservateur? Jusqu'où pousser les innovations? Puisque la France semble aller de l'avant et saluer les possibilités d'innovation tout en voulant les maîtriser, ce qui est aussi très positif. Mais jusqu'où? Comment on va financer ça et comment on va pouvoir éviter l'extrême? Le nomadisme pousse des questions aussi sur la relocalisation, parce que si on n'y va pas, peut-être d'autres vont y aller. Et est-ce que c'est intéressant de se situer là-dessus? Et jusqu'où pousser le libéralisme? En tout cas, on voit bien qu'il y a des différences entre régions, des impacts différents au nord et au sud, les caractéristiques de production et d'entreprise, tout le monde ne réagit pas de la même façon, et ça va poser des questions d'organisation de la filière régionale. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne occasion aussi de se poser des questions sur l'évolution des métiers. On ne peut pas distinguer aujourd'hui la transition climatique avec la transition digitale. Je pense que la transition digitale, elle est, là je m'aventure sur des domaines que je connais moins bien mais que nos partenaires, mais il me semble qu'elle va évidemment, probablement, j'espère en tout cas, aider à franchir cette période qui va être une période de décision, qu'on le veuille ou non. Et la non-décision sera probablement la pire des décisions. On n'y échappera pas. Ces 30 ans à venir, c'est les 30 ans où il faut faire quelque chose. Et on peut imaginer en tout cas que, puisque c'est l'innovation qui semble recueillir un certain assentiment dans la profession, eh bien, il y aura d'innovation de tout ordre, innovation, vous l'avez compris, végétale, à la cave, du high-tech aussi, pas seulement. Et en tout cas, ce qui me paraît très important, c'est d'en profiter pour encore plus avoir une vision intégrée des relations entre la recherche, l'enseignement, ce qui est le domaine que j'incarne un petit peu aussi aujourd'hui avec d'autres, et ce domaine de l'innovation sur le terrain, chez les professionnels.
J'en termine avec ça pour vous donner quand même des nouvelles de ce qu'on a fait. On a lancé un deuxième projet qui aujourd'hui est en passe d'être financé pour aller encore plus loin et plus loin avec les professionnels, c'est-à-dire cette science participative dans laquelle on n'est plus en laboratoire à chercher des solutions et à les donner, à ouvrir la porte 3 ans après. Vous voyez que ces solutions vont sortir d'un dialogue enrichi de part et d'autre. Il y a des communications et des transferts extrêmement importants grâce à des experts comme Benjamin et d'autres. On essaie de communiquer ça au plan international. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une énorme écoute au niveau de l'OIV sur ces questions de changement climatique. La mauvaise, c'est qu'on a l'impression d'être en avance. Ça veut dire que dans les autres pays, ce n'est pas sûr qu'ils nous apportent beaucoup pour l'instant. Je trouve que c'est un peu une mauvaise nouvelle. On peut s'enorgueillir d'être en avance sur les autres, mais je pense qu'il va falloir quand même que les autres pays se mettent aussi à réfléchir à ça, cette adaptation. Et puis, donc, ça a permis de lancer un groupe de travail France Agrimer et INAO qui est bien lancé aujourd'hui, en 2017, qui travaille activement parce qu'il faudra non seulement des adaptations régionales, mais une stratégie nationale à tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé si c'était un petit peu long, mais en tout cas, merci de votre attention sur ce sujet un petit peu éloigné de notre millésime. Merci.